Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de domain-driven design et d'architecture hexagonale. En fait, plus précisément de comment concevoir et implémenter un modèle de domaine en suivant les principes du domain-driven design et en utilisant l'architecture hexagonale en support. Alors, pourquoi je fais cette conférence aujourd'hui? Parce qu'il y a déjà plein de talks sur ce sujet. Je pense que vous en avez peut-être déjà tous vu. C'est parce que suite à une discussion avec Anne-Laure, merci Anne-Laure, elle n'est pas là, mais merci si tu regardes la rediff, on était allé voir une énième conférence justement sur l'hexagone, le DDD. En fait, on en est ressorti en se disant c'est un peu dommage parce que nous, en tant que débutantes, là, on a appris plein de concepts très théoriques, on a un peu compris tout ça, mais on ne voit pas du tout comment les mettre en pratique. On n'arrive pas à s'imaginer en tant que débutante comment on pourrait appliquer ça dans un programme concret. Et du coup, j'ai essayé de m'y intéresser. Donc aujourd'hui, je vous présente un travail de recherche, entre guillemets, qui va essayer de mettre en parallèle les connaissances théoriques que j'ai pu emmagasiner et la manière dont j'ai essayé de les mettre en pratique. Et puis éventuellement les quelques échecs et questions que j'ai pu avoir. Juste vous faire un disclaimer rapidement avant. C'est comme beaucoup de concepts en informatique, le DDD et l'hexagone, c'est des choses qui sont théorisées en anglais. Donc il va y avoir beaucoup de franglais. J'ai essayé de traduire au maximum ce que je pouvais, mais il y a des choses qui font pas sens en français, donc il va y avoir des anglicismes et des choses comme ça. Je suis désolée par avance pour ceux qui détestent ça. Donc je commence ce talk avec ces deux livres. Comme beaucoup de conférences sur le domain-driven design, c'est souvent ces deux livres qui sont présentés. C'est les deux bibles un petit peu. Donc le Blue Book qui est sorti en 2005, il me semble, qui a été écrit par Eric Evans et qui est le premier livre qui théorise le domain-driven design, qui vient mettre en place ces concepts. Et le deuxième... Qu'est-ce qui se passe? Le deuxième, le Red Book, qui vient plutôt proposer des solutions concrètes pour implémenter les concepts du premier livre. Je ne vais pas vous mentir, ces deux livres-là, ils font 1000 pages, tous les deux, donc j'avoue, je n'ai pas tout lu. Mais j'ai essayé de lire le maximum possible, et c'est des livres qui sont très bien écrits et très intéressants. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous y pencher. Mais donc voilà, j'ai commencé mon travail par m'intéresser à ces livres-là. Et puis j'en ai tiré une espèce d'énorme mind map où j'ai un peu compilé tout ce que j'avais appris. Si jamais ça vous intéresse, j'ai mis le lien. Il n'est pas très pratique sur portable, mais je pourrais vous l'envoyer après. C'est un peu une espèce de cheat sheet des grands concepts du domain-driven design. Je vous laisse 2 minutes. Mais sinon, je vous enverrai le lien après, c'est plus pratique sur ordinateur. Donc, on commence avec un petit peu de théorie. Désolée, on est obligé de revenir aux bases. Le domain-driven design, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une approche de développement logiciel qui vise à améliorer, on va dire, le développement des logiciels qui s'appliquent à un métier très complexe. Donc, dans le cas où on a un logiciel, un programme qui s'applique à un métier vraiment compliqué, on voit souvent que c'est des logiciels qui vont évoluer de manière un peu, comment dire, messy. On a très souvent je sais pas, vous avez peut-être déjà connu des projets où le projet commence avec une analyse fonctionnelle qui va être très bien faite par des experts du domaine. Très détaillée, et puis ensuite on passe à une analyse technique qui sera faite par l'équipe technique, et puis au final on se retrouve avec ces deux analyses qui divergent complètement au fur et à mesure que le projet avance. On va peut-être même mettre à la poubelle l'analyse fonctionnelle à un moment donné, se concentrer sur le côté technique, et puis on se retrouve avec un programme qui est super compliqué, qui ne va pas du tout refléter la réalité du métier, qui va peut-être même s'en éloigner et peut-être même ne pas totalement répondre aux problèmes qui sont posés par notre métier. Donc le domain-driven design, il est là pour essayer de répondre à ce genre de problématiques en se centrant vraiment sur la compréhension du domaine métier et en essayant du coup de réconcilier ces deux analyses via un modèle qui serait unique.
qui serait partagé par les équipes fonctionnelles et les équipes techniques. L'idée, c'est vraiment de venir se centrer sur ce domaine métier et surtout d'isoler cette logique métier tout au long du développement de notre programme. Isoler la logique métier de la logique technique, bien sûr, si ce n'était pas clair. Et comment on fait ça? Donc, le premier grand concept du DDD, c'est le domain model ou modèle de domaine. Eric Evans, il a introduit cette conception-là pour définir. Si on découpe les définitions, donc on va avoir un domaine qui est le cœur de métier de notre logiciel, et puis un modèle qui est une abstraction de la réalité simplifiée et structurée. C'est-à-dire qu'on vient représenter la réalité de notre domaine de manière simplifiée, parce qu'on va uniquement sélectionner les éléments qui sont pertinents pour résoudre notre problème, et de manière structurée, parce que c'est toujours important d'avoir de la structure, mais cette structure, ça peut être tout et n'importe quoi. La seule chose importante, c'est qu'elle soit choisie par l'équipe. Il faut que l'équipe se mette d'accord sur une structure, mais ça peut être un diagramme, ça peut être du texte, ça peut être un code très rigoureux, peu importe. Du moment qu'il vient représenter correctement les objets et les règles de notre domaine. J'espère que ça fait sens jusque-là. Et donc si on regroupe les deux, on a donc une abstraction structurée d'une sélection de connaissances pertinentes qui représente les objets, les règles et les comportements qui décrivent notre domaine. Ça, c'est le premier grand concept du Domain Driven Design. Pour faire une petite digression sur cette notion de modèle, Eric Evans, dans son livre, il prend l'exemple d'une vieille carte chinoise, d'une carte très ancienne, qui a été faite en Chine pour représenter le monde tel qu'il le voyait à cette époque-là. Si on regarde cette carte aujourd'hui, elle ne ressemblera pas du tout à celle qu'on connaît nous, mais à l'époque, elle leur permettait d'exprimer leur vision du réel. Moi, j'ai pris un exemple un petit peu plus récent. C'est une carte que j'ai dans mes toilettes, parce que je suis quelqu'un de fun, qui représente l'état à un moment donné des législations sur l'avortement dans le monde. Et je trouve que c'était un bon exemple parce que en fait, c'est un très bon modèle pour ce qui s'applique à ce domaine-là, parce que vous voyez, on ne voit même pas les frontières de nos pays. On a fait abstraction des détails qui nous semblent inutiles. Les pays sont uniquement représentés par leur nombre d'habitants et l'état de la législation chez eux. C'est juste une petite digression pour vous faire comprendre que vraiment un modèle, ça peut être tout et n'importe quoi, du moment qu'il garde les éléments uniquement pertinents, élimine les éléments inutiles, et à une structure qui est cohérente avec le domaine qu'on cherche à exprimer. Ok. Mais pourquoi on se concentre autant sur cette notion de modèle de domaine, et pourquoi c'est important de passer du temps à le concevoir correctement et de manière rigoureuse? Ça va avoir trois grands avantages. Déjà au niveau de l'implémentation. Si notre modèle il est suffisamment précis et il reflète suffisamment bien la complexité de notre domaine, on va pouvoir avoir une implémentation qui reflètera ce modèle. Et donc n'importe qui comprend notre modèle peut interpréter le code. C'est très important d'avoir cette notion-là, de se dire que notre code doit venir exprimer notre modèle de manière fidèle. Ensuite, on va avoir un avantage au niveau du langage qui est utilisé dans l'équipe. Notre modèle, il doit pouvoir être utilisé dans la vie de tous les jours comme un langage, utilisé entre les membres fonctionnels et les membres techniques de notre équipe, pour que tout le monde puisse se comprendre et qu'on n'ait pas d'ambiguïté au moment où on parle d'un sujet, que chacun sache de quoi on parle. Et enfin, il va faire office de documentation, parce que, comme je vous disais, il va regrouper des éléments pertinents sélectionnés par l'équipe. Donc si notre modèle, on le fait évoluer correctement au fur et à mesure, il fait office de documentation de notre programme. On n'a pas besoin d'avoir une autre documentation à maintenir à côté.
C'est pour ça que c'est très important d'avoir un modèle qui est rigoureux, qui évolue avec le temps, et d'avoir une implémentation de notre programme qui évolue en même temps que notre modèle. J'espère que ça fait sens jusque-là. Ok, donc, en plus de cette histoire de modèle de domaine, le DDD il vient aussi définir des nouvelles couches. Donc on ne parle plus d'architecture en couche en 3 tiers, comme on peut voir souvent par exemple le MVC ou ce genre de choses. On vient définir des nouvelles couches. Donc, la principale, ça va être notre couche domaine, dont je vous parlais. Celle-ci qui doit être absolument isolée du reste. C'est elle qui va contenir tous nos concepts qui sont liés au métier, toutes les règles qui sont liées au métier, et également qui va être responsable de garder l'état de chaque objet du domaine. Au-dessus, on va avoir la couche application, qui, elle, va avoir une dépendance sur notre couche domaine et qui coordonne les tâches de notre application. Donc elle peut demander par exemple la persistance d'un objet en base de données et puis ensuite envoyer une notification pour dire que c'est fait ou ce genre de choses. Donc elle ne va pas avoir de logique métier, mais elle est là uniquement en tant qu'orchestrateur. Par-dessus, on aura la couche interface utilisateur qui vient interpréter les demandes des utilisateurs et leur retourner des données, donc typiquement des contrôleurs REST. Et enfin, la couche infrastructure, elle vient un peu en support à toutes les 3 autres couches. Elle va contenir toutes les implémentations techniques qui sont nécessaires pour que notre application fonctionne bien. Je vous ai fait un schéma pour expliquer un peu comment ces couches-là elles fonctionnent entre elles. C'est représenté de plein de manières différentes, on peut voir plusieurs choses différentes. Moi j'aime bien cette manière-là, je trouve que c'est assez parlant. Donc on a notre couche domaine qui est évidemment isolée du reste. Vous voyez qu'elle n'a pas de dépendance sur aucune autre couche et qui contient donc nos objets. Et puis la couche application qui vient par-dessus, les interfaces utilisateurs, et puis notre couche infrastructure qui contient les repositories ou plein d'autres choses évidemment, qui vient en support à chacune des 3 autres couches. Voilà. Bon, arrivé là, dans mes recherches, je me suis dit ok, c'est super. J'ai à peu près compris qu'il faut que je trouve un domaine, il faut que je trouve un cas d'usage pour appliquer tout ça. Bon, j'ai voulu allier 2 de mes passions. Moi, je fais de l'informatique, mais à côté, je fais aussi du crochet. C'est une de mes passions dans la vie. Donc, j'ai choisi de faire du crochet. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Mais ça sera mon domaine pour aujourd'hui. Pour essayer d'exprimer tous ces concepts-là, on va parler de crochet. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le crochet, mais souvent quand on fait du crochet, on va chercher des modèles sur Internet, ce qu'on appelle un pattern. Et puis on peut peut-être même vouloir écrire soi-même son propre pattern. Donc on va avoir un site obscur un peu bizarre avec plein de pubs, avec un pattern dessus. Donc moi en général je vais aller screener ce truc-là, faire des annotations, c'est toujours un peu galère. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir une application qui va me résoudre ces problèmes-là, qui va tout me regrouper là, qui va me permettre même d'écrire moi-même des patterns et encapsuler toute la complexité qu'on a autour de la création de patterns. Et puis après, créer, peut-être pourquoi pas, même mettre en relation des gens qui créent des patterns et des gens qui testent des patterns. Et puis pourquoi même les vendre, on ne sait pas. On peut imaginer plein de choses autour. Bon. Ok, donc arrivé là, on a d'autres domaines. Maintenant, il faut concevoir notre modèle de domaine. C'est encore très théorique à ce stade. Donc j'ai continué mes recherches et j'ai compris que en Domain Driven Design, on part du principe que tout est objet, ou en tout cas presque tout est un objet. On va essayer de représenter les concepts du monde réel à travers des objets. Et ces objets-là, ils doivent encapsuler la complexité du domaine. C'est-à-dire ils doivent chacun gérer leur propre complexité et chacun gérer leur propre logique. Bon, j'ai compris aussi qu'il faut, ce que je vous disais avant, il faut refléter les concepts du modèle dans le code. Donc ça veut dire que notre implémentation, quand on la lit, on doit comprendre ce qui se passe, on doit pouvoir la mettre en relation avec notre modèle. Et enfin, il faut isoler le code métier du code technique. Ce sur quoi j'insiste depuis tout à l'heure, mais parce que c'est très important.
c'est très important d'avoir un code métier complètement isolé. Et ce qu'on entend par là, c'est, par exemple, moi j'ai choisi du Java pour implémenter ça. Notre code métier, il doit être exprimé uniquement en Java. Ne pas avoir de framework qui vient le polluer, ne pas avoir de notion de code peut-être spécifique à une base de données ou des choses comme ça. Non, il est là uniquement pour gérer, moi, ma création de pattern. Je veux qu'un pattern soit ci, ça. Voilà. OK. Et pour faire ça, une des premières étapes décrites par Eric Evans, c'est le knowledge crunching. En français, ce serait analyse de connaissances. Je pense que c'est la meilleure traduction qu'on peut trouver. Bon, l'idée, c'est de parler. Il faut aller parler aux experts du domaine, parler aux experts fonctionnels, aux gens qui savent de quoi ils parlent, aux gens qui connaissent les problèmes qu'ils peuvent avoir au quotidien dans leur domaine. Et de cette discussion ou de ces différentes discussions qui peuvent prendre plusieurs supports, on va essayer de tirer un maximum de connaissances, de définir et de décrire quelles sont les relations entre les différents objets de notre domaine et puis quelle est la complexité intrinsèque de ces différents objets et des relations qu'ils vont avoir entre elles. Peut-être quelles sont les lois qui vont les régir ou quelles sont les différentes contraintes qu'on peut avoir. Bon, bah là, du coup, j'étais un peu dans la merde parce que moi, j'ai eu la bonne idée de faire ça toute seule. Donc, un peu compliqué de me parler à moi-même, mais bon, c'est ce que j'essaie de faire. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que de cette analyse de connaissances, du coup, c'est de là qu'on va commencer à tirer notre fameux langage ubiquitous language ou langage omniprésent, qui est notre fameux langage qui doit être partagé par tout le monde. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à le construire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon crayon, mon carnet, je suis allée au parc et puis je me suis parlé à moi-même. Parce que je connais personne qui fait du crochet, malheureusement. Et donc, j'en ai tiré plein de trucs. Je me suis dit, OK, bon, ça c'est un pattern de crochet, un extrait de pattern de crochet. Donc, on peut un peu le simplifier en disant un pattern de crochet, c'est comme une recette de cuisine. On a des sections, des instructions, des ingrédients. OK, et puis je vais avoir plusieurs choses, plusieurs grands objets. Je vais avoir le pattern, une annonce de pattern quand je veux le vendre, et puis une annonce de test si jamais je veux le faire tester. Puis éventuellement, pourquoi pas un projet de réalisation. Voilà. Bon, j'ai tiré plein de concepts comme ça. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais de tout ça? J'ai plein d'idées, plein de règles, de choses. Mais pourquoi pas avoir, quand je le crée, il me calcule tout seul combien de mailles j'ai à la fin de mon tour ou des choses comme ça. Je ne vais pas non plus vous faire un cours trop poussé de crochet, mais vous voyez l'idée. J'en étais arrivée là, mais j'avais toujours pas de manière vraiment précise d'exprimer quels sont ces objets, c'est quoi leur responsabilité et puis comment ils interagissent entre eux. Et c'est là qu'interviennent les différentes composantes qui sont définies par Eric Evans sur les différentes composantes d'un modèle de domaine. Là, vous avez une vue d'ensemble, on peut voir qu'il y en a pas mal. Je ne vais pas pouvoir tout vous présenter en détail, mais je vais essayer en tout cas. À commencer par les modules. Alors si vous regardez précisément, en vrai les modules ne sont pas sur le diagramme d'avant, parce que c'est une composante qui est un peu spéciale. Les modules, on peut aussi les appeler package, ça vous parlera peut-être. L'idée, c'est que si votre domaine, c'est une histoire, les modules, ça doit être vos chapitres. Les modules, ils doivent raconter l'histoire de votre domaine. Donc on doit identifier des sous-domaines et pouvoir définir comment ils vont aller interagir entre eux. J'aime bien ce concept parce que les modules, ils vous permettent de lire votre domaine à plusieurs niveaux. De lire à un niveau macro, si on regarde tous les modules et comment ils interagissent entre eux, on doit comprendre ce qui se passe. Mais aussi de le lire à un niveau plus granulaire. Si on regarde dans votre module, on doit aussi comprendre ce qui se passe et comment les objets qui sont dans votre module doivent former un tout conceptuel. Bon, du coup, j'ai commencé à essayer de faire un truc comme ça. Je me suis dit, OK, je vais avoir différents types de patterns et d'annonces. Et puis, ça va se transformer en projet. Mes utilisateurs ils vont pouvoir interagir différemment avec tous ces modules-là. Bon, d'accord. J'en étais là. Puis ensuite, on parle d'entité et de value object.
Les entités, c'est un des éléments fondamentaux d'un domain model. C'est ce qui va représenter nos objets principaux, les objets principaux qu'on a pu identifier dans notre modèle. Une entité, ce qui est intéressant chez elle, c'est son identité. Elle est intéressante pour qui elle est. Et c'est pour ça qu'elle doit rester aussi simple que possible, parce qu'elle ne doit pas être polluée par des choses qui n'auraient pas d'intérêt dans son identité. Vraiment, le plus important, c'est de savoir qui elle est. Et c'est là qu'entrent en jeu les value objects. Les value objects, ils sont immutables. Et ils vont permettre, eux, ils sont intéressants pour ce qu'ils sont, pas pour qui ils sont. Donc c'est uniquement un aspect descriptif. Ils ne vont pas avoir une identité conceptuelle très forte dans notre modèle. Et ils viennent en support aux entités dans le sens où tout ce qui n'est pas, dans une entité, tout ce qui n'a pas de lien avec son identité doit être extrait dans un value object. Si j'essaye de vous donner un exemple avec une histoire de pattern encore, on pourrait avoir donc, dans un pattern, au début, on a toujours ce qu'on appelle une gauge ou échantillon. Je pense qu'on peut dire ça en français. L'idée, c'est juste de dire, bon, sur tant de centimètres fois tant de centimètres, on va avoir tant de mailles et puis tant de rangs. Bref, on s'en fiche. Seul truc, c'est que, bon, du coup, ça, c'est pas quelque chose qui est intéressant dans l'identité de mon pattern. C'est quelque chose que ça pourrait être la même chose pour deux patterns différents, on pourrait avoir le même échantillon. On s'en fiche de savoir ce que c'est. Ce qui nous intéresse dans notre pattern, c'est son nom, sa description et son état. Est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'il est publié? Bon, voilà. Donc, ce qu'on peut faire dans ce genre de cas, c'est extraire de notre pattern un value object gauge. J'espère que ça fait sens, que ça illustre un peu plus. OK. Ensuite, on va avoir les agrégats. Les agrégats, c'est contrairement aux entités et value objects qui sont des briques unitaires, l'agrégat, ça va être un ensemble d'objets qui sont associés conceptuellement. Ce que j'entends par là, c'est que quand on fait cette fameuse phase d'analyse de connaissances, de knowledge crunching, on va voir assez naturellement des ensembles qui vont se définir. Dans le cas où on a un ensemble d'objets comme ça qui doit respecter des règles, qui a une complexité qui est importante et qui doit respecter des contraintes, ce qu'on appelle des invariants, on peut parler d'agrégat. L'idée de l'agrégat, c'est vraiment d'avoir un ensemble d'objets qui restera toujours intègre, qui restera toujours cohérent, dont l'état sera toujours valide tout au long de leur cycle de vie. Un agrégat, il sera toujours constitué d'une racine et d'une frontière. Une frontière parce que c'est ce qui définit son périmètre. À l'aide? C'est bon. Ça revient. Et une racine sera toujours... Essayez de débrancher. Je sais pas ce qui se passe. Attends, je vais faire un truc. Vas-y, débranchez votre main. C'est un Mac, ça aussi. Toujours pas? C'est bon. Super. Donc je disais, un agrégat, il est toujours constitué d'une racine et d'une frontière. La frontière qui définit le périmètre des objets qui sont inclus. Et la racine, c'est une entité, mais qui est un peu spéciale. C'est le point d'entrée de notre agrégat. Donc tout ce qui est... toute modification ou tout ajout de données, par exemple, dans notre agrégat, devra forcément passer par notre racine. On peut pas, si vous voulez, on ne peut pas avoir un autre objet qui va aller pointer sur un objet interne à l'agrégat. Tout doit passer par la racine, que ce soit la modification de données ou la récupération de données. Donc là, j'ai essayé de définir un agrégat, mais qui est au final un peu simple. Un agrégat pattern, bon, on peut dire, voilà, on a nos sections, nos instructions, on s'en fiche de leur identité en dehors de notre agrégat. C'est des choses qui sont spécifiques à notre pattern. Donc, elles ne sont accessibles que via notre racine. Là, pour les agrégats. Ensuite, on va avoir les services. Alors, je suppose que vous avez tous entendu parler de services. On utilise toujours des services en développement. Mais en DDD, les services sont un peu différents
Et surtout, il y en a deux différents. On parle des services du domaine, qui sont, ce que je vous disais tout à l'heure, en DDD, tout est objet. Sauf que dans la réalité des choses, des fois, dans notre domaine, on va avoir des choses qui vont être intrinsèquement des activités, des actions, des opérations qu'on ne peut pas définir comme étant un objet. Au lieu de vouloir tordre le truc en se disant « je veux absolument que ça rentre dans un objet », dans ce genre de cas, on va utiliser un service qui va être une espèce d'objet un peu spécial, quoi. Donc lui, il appartient à la couche domaine. Puis au niveau de la couche application, on va avoir les services applicatifs qui, eux, sont uniquement les orchestrateurs. Ce que je vous disais tout à l'heure, la couche application, elle n'est là que pour orchestrer les opérations. Donc ils ne contiennent pas de logique métier, mais par contre, ils peuvent demander une persistance en base de données ou gérer des différents types d'actions les uns après les autres. Voilà. Et enfin, c'est bien si ça amène des questions, c'est une bonne chose. Et enfin, on va avoir les factories et les repositories, qui sont aussi deux composantes un peu spécifiques. Les factories, elles vont venir intervenir au début du cycle de vie de nos objets. L'idée, c'est dans le cas où on a un objet ou un agrégat très complexe, ou dont la création est très complexe, sa création elle demande l'application de beaucoup de règles, beaucoup d'invariants. Comme, je ne sais pas si vous vous souvenez au début, mais on a dit les objets ils doivent encapsuler eux-mêmes leur propre complexité. Mais bon, si on se retrouve avec un objet qui demande 500 lignes de règles ou d'invariants avant d'être créé, c'est un code un petit peu compliqué parfois à maintenir. Donc dans ce genre de cas, on va utiliser une factories. On va extraire cette logique-là dans un objet à part. En vrai, ça peut être utilisé pour plein d'autres choses aussi, mais je ne vais pas passer trop de temps dessus. Et ensuite, on va avoir les repositories qui, eux, vont intervenir plutôt au milieu et à la fin du cycle de vie des objets. C'est un petit peu comme un repository comme on l'entend d'habitude, c'est-à-dire qu'il sert pour les opérations d'accès à la base de données. Mais nous, en général, on a l'habitude d'utiliser un repository pour un seul type, une seule classe. Chaque classe aura son propre repository. Ici, non, on va plutôt parler d'une interface qui va permettre d'abstraire les opérations d'accès à la base de données. C'est-à-dire que le client, quand il utilise ce repository, il n'a pas vraiment de conscience des détails internes techniques. L'idée, c'est vraiment de pouvoir exposer au client des opérations qui font sens d'un point de vue métier et pas d'un point de vue technique. Bon, arrivé là, j'avais plein de choses en tête. J'étais en train d'essayer de mettre tout ça en ordre. Comment je vais faire pour faire rentrer tout ça? Est-ce que mon cas d'usage il est assez complexe pour que ça passe? Est-ce que j'utilise une factories ou pas? Je ne savais pas trop, mais du coup, j'ai fait plein de dessins. C'est un petit extrait de tout mon modèle. Donc ça, c'est mon modèle. Voilà, il est beau. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut exprimer son modèle comme on veut. Moi, j'ai décidé de l'exprimer comme ça, avec des petits dessins et des choses comme ça, essayer de décrire un petit peu les règles que je voulais, c'est quoi, comment je veux que les choses interagissent entre elles. Je ne vais pas vous le présenter en super détail, je ne suis pas sûre que ce soit l'intérêt d'aujourd'hui, mais voilà. Donc arrivé à ce stade, j'en étais là, mais je ne savais pas trop comment, vraiment, je ne voyais pas encore comment on l'implémente concrètement, à quoi ça ressemble en fait, une couche domaine dans un code concret. Et donc à ce moment-là, je me suis penchée sur l'architecture hexagonale. C'est souvent deux notions qui sont très liées, le DDD et l'hexagonal, on les présente souvent ensemble. Donc pour faire encore une fois un peu de théorie, l'archi hexagonale, qu'est-ce que c'est? Ou l'archi port et adapters. Je vais passer pas trop de temps dessus, parce que je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. Mais l'idée de l'archi hexagonale, c'est encore une fois de séparer le métier de la technique. On va avoir une couche métier au centre qui va définir des ports, des interfaces permettant d'utiliser sa logique métier. Et puis autour des couches techniques qui vont implémenter des adapteurs, implémenter les ports définis par les interfaces, définis par la couche métier, pardon, pour pouvoir, encore une fois, bien séparer tout ça.
Donc c'est pareil, on a encore une fois une architecture en couches avec des couches définies, une couche domaine, contient la logique métier, une couche application, encore une fois, qui coordonne les tâches. Une couche qui va définir nos ports d'ailleurs. Puis une couche infrastructure et une couche interface qui sont nos deux couches un peu techniques. Infrastructure qui va définir tout ce qui est implémentation concernant les bases de données, les appels API, tout ce dont notre application a besoin pour fonctionner. Et puis la couche interface qui va plutôt avoir tous nos contrôleurs, gestion d'événements UI, ce genre de choses. Bon, avec le fameux diagramme un peu classique de notre hexagone. Je pense que rendu à ce stade, vous pouvez voir en quoi c'est deux notions qui sont très liées et en quoi en fait l'architecture hexagonale peut permettre de venir exprimer un domain-driven design, un modèle de domaine. Parce qu'on a dans les deux cas cette notion d'isolation de couche métier qui est très forte. Et puis de séparation vraiment assez claire des choses. Donc, j'ai essayé, je suis super en avance. C'est là où je suis arrivée à essayer d'implémenter les choses en suivant ces grands principes-là. Je vais essayer de vous montrer mon code, mais il n'est pas terminé. Et en fait, ça me stressait un peu, mais au final, je suis arrivée à me dire que c'était peut-être pas plus mal. Parce que si je dois résumer tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui, le DDD, c'est vraiment un processus itératif de je conçois mon modèle, je design techniquement mon modèle, j'implémente mon modèle et je recommence. Donc ce que j'ai essayé de faire, de partir du modèle le plus simple possible, juste je veux créer un pattern avec des sections des instructions, et puis j'ai essayé de le faire évoluer. Et puis au fur et à mesure, je me suis posé plein de questions, parce que c'est pas si simple les choses. Mais il y a deux, trois questions qui, je pense, peuvent être intéressantes, surtout pour des débutants. Surtout pour des débutants dans ce genre de sujet. Notamment la question de l'isolation du code. Là, je vous montre donc mon entité principale qui va être un pattern. Vous allez peut-être déjà me crier dessus et me dire « tu te fous de moi, tu as des trucs JPA, une entité, des attributs override, machin. » Ouais, en fait, en travaillant sur mon code, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas plus mal d'avoir sa couche domaine qui gère ses entités, parce que en fait, si on fait pas ça, ça nous force à avoir ici un mapping entre ces entités et ces objets du domaine. Et c'est un truc qui est vachement chiant à maintenir, honnêtement. C'est une galère, c'est une sacrée galère. Puis en plus, ça nous force à faire des set ID, des trucs bizarres. Enfin, c'est super étrange. Du coup, moi, j'ai pris ce choix-là de laisser un peu. Je vous montre avec le premier truc que je vous montre, je casse mon contrat, mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai vu d'autres gens qui font ça aussi sur Internet. Au final, j'ai regardé un petit peu, puis il y a des gens qui ont décidé de prendre cette même direction. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Si je peux vous montrer un exemple de value object, donc pour définir un value object, en fait, on utilise ce truc embedded qui va permettre de dire qu'en base, il ne sera pas sauvegardé comme un objet, c'est pas une entité spéciale. Il est sauvegardé dans ma table. Mais moi, dans mon code, je peux les manipuler comme étant deux objets différents. Donc ma gauge, elle va être embedded dans mon objet, et puis mon objet, il est marqué comme embeddable. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? J'ai voulu... Alors, mon repository, ce que je vous disais, il faut abstraire le type le plus possible. Donc, il n'est pas lié à une classe pattern instruction, etc. C'est juste une interface qui va gérer les patterns et lui dire ok, donc mon pattern, tu peux le trouver, et puis tu peux en créer, et puis tu peux trouver sa section et ajouter des instructions. Il est fait pour un pattern, pour l'entité de mon agrégat, et pas pour chaque objet différent. J'ai aussi essayé de piquer des notions de clean architecture, donc la notion de use case. Je ne sais pas si ça vous parle. L'idée, c'est d'avoir du coup un code, encore une fois, d'exprimer notre code métier dans notre implémentation, notre métier, pardon, dans notre implémentation. Et du coup, de se dire que pour chaque use case, chaque chose que je veux vouloir faire, j'ai un nouveau service, entre guillemets.
Donc je me suis dit d'accord, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Donc l'idée d'un use case, c'est d'avoir quelque chose de très simple. On a juste une fonction execute qui va exécuter notre use case, retourner des choses ou pas éventuellement. Ça, j'ai décidé de les mettre dans ma couche domaine. Tout le monde ne fait pas ça. Pour moi, ça me semblait logique d'avoir mon use case dans ma couche domaine qui va ensuite être utilisé dans ma couche application. Ici. Mais en fait, vous voyez, je suis pas sûre que je vais le garder, ce truc-là, parce qu'en fait, ça devient vite le bazar, les use cases, au final. Si on en a 10, en fait, on est obligé d'avoir un service avec 10 use cases différents, ou alors de les redécouper différemment. Enfin bon, bref. Tout ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que j'ai pas terminé, mais c'est itératif, je suis passée par plein de phases différentes. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait, dans ce genre de projet et dans ce genre de grands principes, on va dire, c'est de se poser soi-même ces questions-là et de chercher à pas forcément tout appliquer à la lettre, mais plutôt d'avoir quelque chose qui convient à notre cas d'usage. Et je crois que ça va être un peu ma conclusion. Enfin, ma première conclusion, c'est peut-être c'était très ambitieux comme projet. Parce que, en fait, concevoir un modèle de domaine, je crois que c'est le taf un peu de 10 personnes qui font ça en je ne sais combien de mois. Moi, j'ai essayé de faire ça toute seule en 2 mois. C'était super ambitieux. Mais c'était extrêmement intéressant. Il y a des concepts en DDD et en hexagonal qui sont très intéressants et je pense que ça mérite qu'on se penche dessus. Et puis encore une fois, c'est des outils à appliquer si on a besoin. Bon, là, je vous ai trouvé un cas d'usage qui n'est pas très complexe. En vrai, le DDD, c'est quelque chose qui est utilisé dans le cas où on a un domaine qui est très compliqué. Dans ce genre de cas, c'est très utile. Mais même dans ces cas-là, c'est peut-être pas forcément quelque chose à appliquer au pied de la lettre. Encore une fois, c'est des outils. Et comme la plupart des outils, il faut prendre ce qu'il y a de bon dedans, mais c'est peut-être pas forcément utile de respecter tous les principes à la lettre. Ça dépend de notre projet, ça dépend de la maturité de notre équipe. Ça dépend de plein de choses comme ça. Et pareil, au niveau des nommages des choses, vous avez peut-être vu, moi, il y a plein de choses que j'ai pas décidé de nommer comme Eric Evans a pu les nommer. C'est pareil, c'est des choses à choisir en équipe. Et je trouve que c'était intéressant quand même de faire ce travail de recherche. Voilà. C'est tout pour moi. Je suis super en avance. J'ai parlé beaucoup trop vite, du coup vous avez des questions. Salut, merci. Oui, moi j'ai un truc que j'arrive pas toujours à comprendre, c'est entre les 4 couches du DDD et les 4 couches de l'hexagone. Ouais. C'est quoi la diff? Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est en fait, c'est la même chose? Moi je les trouve assez liés. Après tu remarqueras que par exemple si tu regardes les couches du DDD, par exemple moi j'ai pas d'interface utilisateur dans mon programme, j'ai mixé les deux là. Tu vois, l'idée des couches, c'est juste de dire on a différentes parties de notre code qui doivent avoir différentes responsabilités, il faut les séparer. Après, si tu en as que tu veux mixer, si tu veux avoir plusieurs couches infrastructure, ça peut être le cas aussi. Et je pense que ce soit côté DDD ou côté hexagonal, les couches se ressemblent au final. Hein. Si tu regardes leurs responsabilités, c'est un peu la même chose. Mais l'idée, c'est juste de dire, dans ton code, tu dois avoir une couche domaine qui est isolée, une couche qui va peut-être venir coordonner tout ça, et puis après, différentes couches métiers. Au final, on a quelque chose qui est très rigoureux là, qui semble être très rigide, mais je pense que c'est plus flexible que ce qu'on pense. J'espère que ça répond à ta question. Mais du coup, tu mets un hexagone par domaine? Moi, c'est ça que j'ai essayé de faire, ouais. Pas par domaine, par module. Par module, ok. C'est ça l'idée de mon truc, ouais, d'avoir un hexagone dans chaque module à peu près. À peu près. Mais après, tu as plein d'autres choses possibles dont je n'ai pas parlé là. Tu peux faire du modulis, des modules différents et tout. Plein de choses que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Mais ouais, ce serait l'idée. Merci. Vas-y, de côté.
Moi, j'avais une question sur les responsabilités de la couche applicative, parce que tu as mentionné que son rôle, c'était d'orchestrer les activités métiers. Ouais. Mais en quoi ça se traduit? Parce que pour moi, ça va être le simple appel d'un use case. Il peut être en dehors du domaine ou dans la couche d'application, mais vu qu'on veut mettre toute la complexité dans le domaine, en tout cas toute la complexité métier, sa seule responsabilité va être d'appeler le métier. Ouais, un petit peu en fait. D'accord. Donc l'orchestration, justement, il va pas gérer des états en faisant des retours du métier et faire des allers-retours entre le métier et l'application. Le but, c'est de le traverser en une seule fois. En fait, il va... Alors, attends, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans cette Oui, question. Attends. Non, mais déjà, orchestrer, donc oui, en effet, il va aller appeler le domaine. Donc demander ce que je disais, de la persistance de données, ce genre de choses. Mais il va aussi du coup orchestrer tout ce qui va être tâches techniques qui ne sont pas gérées par le modèle. Par exemple, envoyer des messages dans un broker de messages ou des choses comme ça. C'est la couche application qui peut gérer ça. Et puis il va aller utiliser les implémentations fournies par la couche infrastructure pour pouvoir après... Est-ce que ça fait sens ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que l'orchestration d'une tâche, en fait, c'est vraiment, on a une tâche domaine, mais qui peut être accompagnée de plein de tâches techniques derrière. C'est ça. Et c'est ça, cette orchestration. Oui, Okay. c'est ça, exactement. Et puis après, la couche application, elle va pouvoir aussi garder l'état des tâches qui sont en cours dans notre application, qui ne sont pas liées au métier directement. Ouais. Merci. Il y a d'autres questions? Yes. Yes, merci pour ta présentation. Je trouve que c'est pas mal le côté recherche et je voudrais insister sur le côté itératif que tu as dit. En fait, ça a l'air trop bien, mais il y a un truc qui me fait peur dans tout ce que tu as dit, c'est que ça prend du temps. Ouais. Et du coup, quand tu veux partir sur ce chemin-là et tu veux quand même faire une production un peu itérative où tu montes des choses petit à petit, j'ai l'impression que c'est pas possible d'y arriver avec cette méthode parce que j'ai l'impression que tu es condamné à avoir finalisé ton domaine pour pouvoir être capable de sortir quelque chose. Et j'espère que je me trompe quand je dis ça. Parce que ça fait un peu peur, quoi. Non, mais je comprends complètement ce que tu veux dire. J'avais un peu cette idée-là aussi au début. Et en fait, mais ce qui m'a carrément dédramatisé, c'est du coup en lisant le Blue Book, le Eric Evans, lui, il prend l'exemple justement d'un projet sur lequel il était, qui était carrément super compliqué, beaucoup plus compliqué que ce qu'on a là, un truc avec des puces et tout, enfin un truc horrible. Et il explique que ce qui a, entre autres, mené au succès son projet, c'est de pouvoir, dès la première session d'analyse de connaissances, dès le peu de connaissances qu'il avait pu extraire de cette analyse, de commencer à tout de suite implémenter quelque chose. Okay. Et donc même d'un début de modèle minimal, il a pu commencer à avoir une implémentation très minimale qui ne faisait pas du tout ce qui devait être fait à la fin, qui n'avait pas de base de données, mais qu'il a pu présenter à son client en disant « Ok, moi j'ai validé là ce que vous m'avez dit, est-ce que c'est bon ?» Et en fait, c'est là où le côté itératif devient important et même nécessaire. C'est qu'on a l'impression qu'il faut avoir un modèle qui est complet et tout, mais non, en fait, c'est même carrément mieux de partir sur quelque chose de super simple, d'essayer de rajouter de la complexité au fur et à mesure. Et comme ça, tu valides en fait au fur et à mesure que ton modèle est correct. Ok, bon. Ben, ça me rassure. Ça répond, ouais. Ouais. Merci. Il n'y a plus de questions? Elle a fait l'unanimité. Merci. Merci pour la presse. Ma question, c'est est-ce que ça t'a ouvert un peu des perspectives pour ton projet actuel? Est-ce que tu penses qu'il y a des trucs qui devraient être faits différemment ou qui auraient dû être faits différemment? Et pourquoi? Mais il faudrait tout casser. En fait, oui, carrément. Moi, je trouve que c'est... parce qu'aujourd'hui, je suis sur un projet qui a un métier qui est très compliqué. D'ailleurs, j'aurais carrément pu prendre le métier de mon projet pour cette conférence, clairement. Ça m'a fait penser à plein de manières de comment on pourrait réagencer les choses, comment on aurait pu refaire les choses et tout. Mais encore une fois, il faudrait tout casser. C'est un peu... Mais du coup, les gains que tu espérais, c'est à quel niveau?
Les gains que j'espère, au niveau de justement ce que je vois aujourd'hui sur notre projet, c'est exactement les problèmes qu'on a pu décrire au début. C'est qu'on a quelque chose avec un métier très complexe, mais du métier qui est mis partout, la logique métier qui est dans tous les sens, qui est mélangée avec du technique. Je pense que les gains qu'on aurait à adopter ce genre de choses, c'est déjà de 1, d'avoir donc notre fameuse logique métier isolée et donc plus simple à maintenir et à faire évoluer. Et puis, on a tous ces problèmes-là de communication avec le fonctionnel, de communication avec le côté métier, qui peuvent être très complexes, parce que, en fait, on ne parle pas de la même chose, parce que nous, on a des choses dans notre code qui ne correspondent pas, en fait, aux mots qui sont utilisés par le fonctionnel. Et ça, je pense que ça sera un très, très bon avantage aussi au niveau de notre projet. Et je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que ce serait déjà des grands avantages. Oui, c'est pas une question, c'est pour compléter ce qui vient d'être dit. C'est que être en exa, ça permet aussi de faire les mêmes problèmes, malgré tout. Oui. C'est-à-dire que sur mon projet actuel, qui a un peu d'existant, il y a une partie du métier qui était fait dans le front, une partie qui était fait dans l'infra aussi. Et au final, là, on essaie de tout remettre bien et de tout mettre dans le domaine, mais malgré tout, on peut reproduire les mêmes problématiques et ne pas tout mettre au niveau métier dans le domaine et le mettre dans d'autres morceaux. Voilà, c'était juste pour dire ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir justement un modèle qui est hyper rigoureux et qui est implémenté de manière hyper rigoureuse au fur et à mesure, parce que pour éviter ce genre de choses, quoi. Mais je pense qu'on gagnerait en rigueur, en fait, à avoir quelque chose de très, très isolé. Permettrait d'avoir quelque chose de plus maintenable sur le long terme. Super, ça. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci.